Eh bien, mesdames, messieurs, bonjour. Merci d'être si nombreux. Je me présente, je suis le vétérinaire en chef Santinelli. Je suis comme mon titre l'indique, le vétérinaire euh, du régiment de cavalerie de la garde républicaine et effectivement le chef des vétérinaires qui soutiennent la garde républicaine. Je suis aujourd'hui ici pour vous présenter la garde républicaine et j'en profiterai également pour vous parler un petit peu des relations de coopération que peut avoir la garde républicaine avec l'autre institution qui est l'École nationale vétérinaire d'Alfort. Donc tout d'abord, j'axerai ma présentation vraiment sur la garde républicaine en particulier et je ferai un focus tout particulier sur le régiment de cavalerie puisque quand on parle garde républicaine, tout de suite l'image d'Épinal que l'on peut avoir en tête, c'est les chevaux qui défilent sur les Champs-Élysées. Le but de cette présentation, c'est de vous montrer qu'effectivement, ce n'est pas que ça, et que la garde républicaine, ce n'est pas que les chevaux, mais une fois que cela a été dit et expliqué, bien sûr, on est ici dans le monde du cheval, donc on se concentrera essentiellement sur les chevaux. Et une fois que cette présentation sera faite, eh bien je pourrais vous demander, tiens, pourquoi est-ce que la garde républicaine envoie un de ses représentants aujourd'hui sur le site du Pôle équin pour parler d'elle? C'est parce que tout simplement, ces deux institutions sont très liées par justement les vétérinaires. Et je vais vous parler de tout ça, l'illustrer avec quelques anecdotes, et puis j'espère que ça vous plaira. Voilà. Donc tout d'abord, qu'est-ce que la garde républicaine? La garde républicaine, c'est avant tout une vieille unité chargée d'histoire. Dans sa forme actuelle, elle a été créée par Napoléon en 1802. Mais elle a des origines bien plus anciennes qui remontent au XIIIe siècle avec ce qu'on appelait avant le guet royal, qui était une unité militaire montée, qui était sur Paris et qui protégeait effectivement Paris et le pouvoir royal. Elle a pris d'autres noms plus tard, comme la garde municipale de Paris. Elle a changé de nom avec les différents régimes. Elle a été garde impériale à une époque. Mais ce qui est important, c'est que dans sa forme actuelle, rattachée à la gendarmerie, elle est comme ça depuis 1802. Il faut savoir donc que la garde républicaine, c'est une subdivision de la gendarmerie nationale d'Île-de-France. La gendarmerie, comme beaucoup d'armes, sont réparties en grandes régions. Et au sein de ces régions, les unités militaires sont ventilées dans différents embranchements. Et donc la garde républicaine, c'est vraiment une subdivision directe de la gendarmerie d'Île-de-France. Ses principales missions sont celles que l'on connaît toutes, les missions d'honneur, mais aussi la sécurité publique et également le rayonnement culturel dont ceux qui étaient là hier ont pu profiter puisque vous avez pu voir une partie des formations spéciales de la garde républicaine qui se sont produites hier sur ce site. La garde républicaine, ça représente quand même 3000 militaires. Donc c'est quand même une grosse unité, c'est l'équivalent d'une division sur le plan militaire. Donc la garde républicaine, ce n'est pas que le régiment de cavalerie, puisqu'on pense tout de suite régiment de cavalerie, garde républicaine. Le régiment de cavalerie, c'est juste une partie. C'est certes la partie la plus connue, mais la garde républicaine, c'est un régiment de cavalerie, 2 régiments d'infanterie. Vous voyez par exemple là le militaire qui est là avec son sabre et qui salue, c'est un fantassin. Hein, c'est un garde républicain à pied. Là, vous avez ce sont des gendarmes à l'entraînement, ils font un exercice. Ce sont des fantassins qui s'entraînent sur des missions d'intervention, choses comme ça. Et donc là, il y a 2 régiments d'infanterie et vous avez également les formations musicales. Formations musicales qui sont l'orchestre de la garde républicaine et les chœurs de l'armée française. Voilà. Les chœurs de l'armée française font partie de la garde républicaine. Bon, une fois qu'on a compris ça, on va quand même s'intéresser à ce qui nous préoccupe ici, c'est le régiment de cavalerie, puisqu'on veut parler de chevaux. Donc le régiment de cavalerie, effectivement, vous avez vu, c'est un des 3 régiments de la garde républicaine. Ce qui est intéressant sur cette unité, c'est que c'est la seule unité équestre montée qui reste en France. Quand on parle de régiment de cavalerie maintenant en France,
militaire, on pense plutôt à l'arme blindée cavalerie, c'est-à-dire les chars, les véhicules blindés, etc. C'est maintenant la cavalerie, c'est ça dans l'armée. Le régiment de cavalerie de la guerre républicaine est le seul témoin, finalement, de notre passé militaire équestre. C'est la seule unité opérationnelle, c'est-à-dire opérationnelle qui fait des missions, c'est pas simplement de l'agrément ou du sport, ils font des missions réelles de gendarmerie, donc c'est une unité opérationnelle, et c'est le seul régiment monté qui reste de l'armée française, et c'est également la plus grosse unité militaire au monde. Il n'y a pas, je parle d'unité opérationnelle, hein, c'est-à-dire que les autres armées du monde peuvent avoir des chevaux répartis de ci, de là, mais avoir autant de chevaux au sein d'un régiment, il n'y a aucune armée, il n'y a aucun pays qui n'a un régiment une unité équestre de cette dimension-là. Prenez par exemple les Horse Guards anglais, ils sont beaucoup moins nombreux, et ce n'est pas forcément une unité constituée. C'est-à-dire que vous avez un pool de chevaux qui est à Londres, dans une espèce d'écurie en sous-sol. Ils sont beaucoup moins nombreux, ils sont moins d'une centaine, je crois une centaine. Et c'est tous les 2 ans des différents militaires anglais qui font des rotations pour aller faire. Voilà. Ce n'est pas une unité avec des militaires qui font leur carrière durant plusieurs décennies. C'est vraiment des passages, un service qu'ils font. Vous avez pu voir récemment, peut-être aux informations, le président Trump a organisé un défilé militaire à Washington. Bon, il y avait quelques chevaux, mais je ne sais pas où ils sont allés les glaner, mais c'était pas, ils ne venaient pas d'une unité militaire constituée. Ils ont dû récupérer de ci, de là, des groupes de chevaux d'unités de tradition, puis ils ont fait un... Voilà, donc ça, c'est vraiment une particularité française d'avoir encore conservé de son héritage historique une unité sur un modèle un peu ancien. Mais si elle a pu le conserver, c'est parce qu'on va voir après, quand je vais vous présenter ces missions, c'est que la gendarmerie a su mettre à profit le cheval pour des missions beaucoup plus modernes. Sinon, comme partout ailleurs, elle aurait disparu. Hein. On ne peut pas justifier maintenant de conserver autant de chevaux si on s'en sert que pour des missions d'honneur. Donc l'effectif, on a à peu près 500 militaires et civils qui arment le régiment de cavalerie, et actuellement, on est à 460 chevaux. Voilà, 460 chevaux, donc je vous passe. Donc le régiment de cavalerie est subordonné au général qui commande la garde républicaine, c'est commandé par un colonel de gendarmerie. Il y a différents escadrons et unités, on va voir ça un peu plus tard en détail, mais à ce stade-là, voilà, je voulais simplement insister sur l'origine de la garde, son ancienneté et la particularité équestre du régiment de cavalerie. Pour vous expliquer les implantations du régiment de cavalerie, le régiment de cavalerie, c'est 3 quartiers de cavalerie et des postes à cheval qui sont disséminés un peu partout en France. Donc les 3 quartiers de cavalerie, on ne dit pas caserne. Hein. Caserne, c'est un terme qu'on utilise pour l'infanterie. Ça, ne dites jamais à un cavalier qu'il est en caserne, ça le fâche. On dit que c'est un cavalier, il est dans un quartier. Voilà. Donc les quartiers de cavalerie du régiment de cavalerie sont au nombre de 3. Vous avez le plus emblématique, qui est le quartier des Célestins, qui est juste à côté de la place de la Bastille, pour ceux qui connaissent Paris. Vous avez la place de la Bastille, vous tracez la perpendiculaire avec la Seine, c'est le boulevard Henri IV, et juste sur le boulevard Henri IV, vous avez ici une grande porte, ce qu'on appelle l'entrée d'honneur, avec une entrée magnifique en fer forgé, gare républicaine. Ça, c'est le quartier des Célestins. C'est là où il y a tous les états-majors, c'est là où il y a une partie de régiment. L'autre plus grosse partie se situe au quartier Carnot, qui est juste derrière le château de Vincennes. Historiquement, c'était les écuries du château de Vincennes. Voilà. Et donc là, on a à peu près un peu plus de 200 chevaux ici. C'est dans le bois de Vincennes. Officiellement, c'est encore Paris. C'est le 12e arrondissement de Paris, mais c'est Vincennes. Et à Saint-Germain-en-Laye, donc c'est sur la banlieue ouest de Paris, vous avez le quartier Goupil qui héberge le centre d'instruction, qu'on appelle maintenant le Centre national d'instruction des forces équestres en gendarmerie, depuis le 1er juin. C'est pour ça qu'ils ont un petit peu changé de nom, parce que c'est un centre qui ne va pas former que les cavaliers du régiment de cavalerie, mais aussi toutes les unités montées de gendarmerie de France. Voilà. Donc, je vous parlais des postes à cheval, justement. Donc, outre ces 3 quartiers, il y a également 15 postes à cheval. Un poste à cheval,
c'est un petit détachement où on va avoir entre 3 et 6 chevaux de la garde républicaine qui va être implanté et qui, dans un département, et qui va contribuer aux missions de la gendarmerie départementale de ce département. Donc on en a beaucoup en Île-de-France, puisqu'on en a 6 en Île-de-France, et puis le 7e, Chantilly, qui est en limite. Mais après, on va en avoir, par exemple, je vais vous montrer le château de Chambord, un poste à cheval qui est implanté dans l'enceinte du château de Chambord, qui va faire des missions de surveillance des bois environnants. J'en ai un à Marseille pour aller au plus loin, Biscarrosse, Deauville, pas très loin, ici, Deauville, il y en a un qui n'est pas loin. Dans le nord, on a le Touquet. On a également Saint-Valery-sur-Somme, il participe à la lutte contre l'immigration illégale, et notamment en collaboration avec les Anglais, etc. Donc, plusieurs postes, et ça je parle des postes permanents. Il y a aussi l'été des postes saisonniers qui se créent pour aller patrouiller sur les plages ou des choses comme ça. Donc, mais à retenir 3 quartiers et 15 postes à cheval permanents. Donc, quelles sont les missions finalement quelles sont les missions du régiment? Donc, on en a plusieurs. Et je vais vous parler des missions auxquelles on pense le moins, puisque là, vous voyez, on a le régiment de cavalerie. Tout le monde connaît ses missions d'honneur, le défilé, les gardes républicains qui sont sur les marches de l'Élysée, etc. Mais il ne faut pas oublier que le régiment de cavalerie, c'est une unité de gendarmerie, et qu'elle fait donc à ce titre-là des véritables missions qui sont confiées à la gendarmerie. Ce sont des gendarmes à cheval avant tout. Et donc, dans ce cadre de leur mission de gendarmerie, ils peuvent participer à des missions de recherche de personnes. Quand une personne disparaît en zone rurale ou boisée, les chevaux sont d'une extrême utilité. Le cavalier, il passe partout avec. Quand vous avez des champs qui sont boueux, des choses comme ça, le cheval, il passe. Le cavalier, il est en hauteur, il voit tout. Et donc, un binôme de cavaliers va couvrir une grande zone de recherche, là où des gens à pied couvriraient un territoire beaucoup plus restreint. Il y a aussi également des missions en collaboration avec l'armée de terre dans les cadres de programmes de préparation à la défense, ce qu'on appelle la défense opérationnelle du territoire. Imaginez qu'un jour, un conflit de haute intensité survienne sur notre territoire. Il va y avoir besoin de missions de reconnaissance, des missions de coordination des populations. Regardez ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des migrations de population, etc. Dans ces moments-là, il faut des gendarmes pour coordonner les populations, ou simplement faire des opérations de renseignement. Et dans ces cadres-là, la garde républicaine, il y a des plans qui ont été faits pour qu'il y ait elle puisse éventuellement, pas éventuellement, qu'elle soit en mesure de contribuer à la défense du territoire en lien avec l'armée de terre, par exemple. Bon, ça reste effectivement anecdotique à ce stade-là, mais il faut savoir que c'est prévu. D'autres missions également, la sécurité publique. Ça, je vous parlais en introduction des patrouilles que font les chevaux. Et effectivement, c'est typiquement ce qu'on appelle aussi la police montée. La garde républicaine, le régiment de cavalerie, fait quotidiennement des patrouilles à cheval. Donc sur Paris, il y a 80 patrouilles par semaine à peu près, Paris, région parisienne. Pendant les Jeux Olympiques, on a eu jusqu'à 200 chevaux par jour dans Paris. Donc ça veut dire que les patrouilles étaient constituées de 2 à 3 chevaux, et donc ça veut dire qu'en un jour, ils faisaient ce qu'on fait d'habitude en une semaine. Donc effectivement, la quinzaine olympique a été une période un peu de havre de paix dans Paris. Pour ceux qui ont eu la chance d'être l'été dernier à Paris pendant les Jeux Olympiques, on a découvert Paris comme jamais on l'a découvert. Je me serais cru comme quand j'étais gamin dans les années 80, les gens se disaient bonjour, ils souriaient, on était en sécurité. C'était magnifique. Voilà. Bon, ça a duré 15 jours. Voilà. Mais il n'y a pas que dans Paris qui font des patrouilles. Dans tout le reste de la France, j'ai parlé des 15 autres postes à cheval, ça représente 15 000 patrouilles par an. Donc il y a une véritable présence sur le terrain des chevaux pour faire simplement de la sécurité publique à cheval. Il y a également des renforts ponctuels qui peuvent être faits pour les gendarmeries départementales à des moments clés dans l'année. Typiquement, peu de temps avant les fêtes de Noël, il faut aller surveiller les parcs à huîtres.
hein, parce qu'il y a des gens mal intentionnés qui vont piquer les huîtres, etc. Ça peut être des conchyliculteurs entre eux qui ne sont pas forcément très honnêtes les uns avec les autres, et puis ils piquent la production du voisin, etc. Il y a des chevaux qui patrouillent pour sécuriser les parcs à huîtres. Depuis qu'ils font ça, les vols ont été drastiquement diminués. Tout simplement parce qu'ils peuvent facilement patrouiller sur les plages, etc. Le cheval est vraiment un moyen qui permet d'accéder à des endroits où des véhicules motorisés accèdent plus difficilement. Voilà. Pareil pour les vendanges. La période des vendanges, effectivement, il y a plus de population, etc. Il faut une présence de gendarmerie plus importante, et donc il y a aussi des patrouilles de chevaux. Et bien évidemment, je parlais des patrouilles dans Paris qui sont illustrées par cette photo que vous avez là. Les missions de maintien de l'ordre maintenant. Alors, je précise tout de suite, contrairement à la doctrine d'autres pays ou de la police, parce que la police a aussi quelques chevaux qui sont répartis d'ici de là, ils les louent, c'est pas structuré de la même façon qu'en gendarmerie, mais la gendarmerie a très tôt, dès 2008, défini dans sa doctrine que le cheval ne pouvait en aucun cas être utilisé dans des situations de rétablissement de l'ordre en situation insurrectionnelle. Concrètement, ça veut dire que les chevaux ne chargent pas sur la population. Voilà. Pour une raison simple, c'est que toute force de l'ordre doit être capable de maîtriser les dégâts infligés à la partie adverse. Maîtriser, ça veut dire que si on décide qu'on tape sur l'épaule, c'est pas ailleurs. Parce que si on tape là, on peut casser la clavicule, et que la clavicule peut rentrer dans la gorge, et que ça peut poignarder la personne. Que si on tape ici, on peut faire éclater la rate, donc on ne tape pas. Il y a vous voyez, les bâtons télescopiques des gendarmes, il doit avoir 36 000 formations pour s'en servir, et s'ils ont le malheur de taper à un endroit qui n'est pas autorisé, ils ont les bracelets. Hein, voilà. Donc, vous avez pu voir dans l'actualité que l'usage des armes, de manière générale, par les forces de l'ordre, sont extrêmement encadrés, et dès qu'ils sortent, ne serait-ce qu'un orteil du cadre légal, ça barde pour eux. Donc, effectivement, dans ce contexte-là, les chevaux ne sont pas... on ne peut pas maîtriser ce qu'on fait avec les chevaux. Un cheval qui s'emballe dans une charge, on ne le tient plus. Hein. Là, vous avez l'illustration de la couverture du petit journal en mai, je crois que c'était 1904. Donc au début du XXe siècle, à l'époque, c'était pour les manifestations du 1er mai, la garde républicaine avait chargé sabre au clair sur la population. Imaginez ça aujourd'hui, hein. Les sabres, voilà, ça faisait des morts, hein, forcément, hein, des deux côtés d'ailleurs, hein, parce que quand un cavalier se retrouvait au sol, il ne faisait pas de vieux jours. Voilà. Donc aujourd'hui, maintenant, c'est plutôt ce genre de missions, c'est des missions qu'on appelle de renseignement, renseigner la population lors de grands événements. Ça, je crois que cette photo-là, elle a été prise lors des Journées mondiales de la jeunesse il y a quelques années. Vous avez ici, par exemple, des dispositifs qui peuvent être mis à l'entrée des stades pour les matchs de foot, pour justement canaliser les flux de personnes, pour pas qu'ils viennent engorger soit l'entrée du stade, soit les entrées de métro quand ils sortent, etc. Les chevaux peuvent être positionnés simplement pour bloquer. Et l'intérêt, c'est qu'avec peu de chevaux, on canalise énormément de personnes. Ils peuvent même servir de barrière. C'est-à-dire que des fois, vous avez sur une route, vous avez juste 3 chevaux. Ils se mettent comme ça en travers et ils bloquent. En fait, ils empêchent le passage. Et puis au moment de passer, ils se mettent dans le sens de la population. Et puis les gens passent au milieu. Voilà, c'est des véritables barrières de canalisation, et avec très peu de chevaux, on fait le travail de tout un peloton de gendarmerie à pied. Voilà. Bon, bien sûr, les protocoles d'État, les protocoles d'honneur, ça, je pense que je ne vous apprends rien. Hein. Il faut savoir que les cavaliers ne font pas que des services à cheval, ils font aussi des services à pied. On voit régulièrement aux infos des cavaliers sur les marches de l'Élysée, mais il faut savoir qu'à l'intérieur aussi, quand le chef d'État reçoit un de ses homologues, il y a tout un cérémonial qui est défini par le protocole de l'État, tout simplement, auquel le régiment de cavalerie contribue grandement. Là, vous avez au milieu, là, ça correspond à l'escorte d'un chef d'État. Donc, vu les drapeaux, c'est le chef d'État italien qui est escorté donc, dans le protocole depuis l'hôtel des Invalides jusqu'à l'Élysée. Voilà. Et ça, cette escorte, elle se fait à cheval.
Le rayonnement, donc vous avez vu hier, pour ceux qui étaient là, certaines des formations spéciales du régiment de cavalerie. Vous avez donc le carrousel des lances, la reprise des 12, qui est une unité de dressage. Je ne pense pas qu'elle soit produite hier, mais vous avez dû voir les tandems. Voilà, ce sont des formations spéciales du régiment de cavalerie et qui contribuent au rayonnement de la France au travers de l'art équestre. Et donc, pour vous parler, je vous parlais tout à l'heure du régiment de cavalerie. Comment est-il structuré? C'est une unité militaire, donc je ne peux pas faire l'impasse sur son architecture. Le régiment de cavalerie, c'est 3 escadrons qu'on appelle de marche, des escadrons tout venant qui sont un peu le vivier pour toutes les missions de manière générale. Et vous avez des escadrons et des sous-divisions qui sont spécialisées, comme l'escadron hors rang qui est pour le soutien logistique. On va y trouver les maréchaux ferrants, on va y trouver les artisans, les menuisiers qui réparent les box, les stalles, etc. L'escadron de coordination des forces équestres en gendarmerie, donc c'est celui qui va chapeauter effectivement toutes les patrouilles et notamment qui va coordonner tous les postes à cheval. Et le centre d'instruction, bien évidemment, la fanfare de cavalerie, qui est une unité à part du régiment de cavalerie, et le 23e groupe vétérinaire. Alors pourquoi il s'appelle 23e groupe vétérinaire? C'est que les historiens du corps de vétérinaires ont déterminé qu'il y avait une unité qui portait le numéro 23 de vétérinaire dans ce secteur-là. Donc voilà. Depuis 2011, le service vétérinaire de la garde du régiment de cavalerie porte le nom de 23e groupe vétérinaire. Et, je vous en parlerai après, parce qu'il est en gendarmerie, mais en fait, c'est le service de santé des armées. Mais comme vous pouvez le voir, je ne suis pas habillé en gendarme, parce que je suis membre du service de santé des armées. Voilà. Donc, je vais vous parler bien sûr un petit peu de ma boutique, hein, le 23e groupe vétérinaire. On est constitué de 4 officiers, hein, moi compris. Nous appartenons donc nous au premier centre médical des armées, qui est donc le service santé des armées, mais c'est une unité hybride, puisque en fait, on est intégré vraiment au régiment de cavalerie, et je travaille avec, sous mes ordres, 8 sous-officiers de gendarmerie et également un personnel administratif, qui nous permettent donc de faire tourner notre clinique. Hein. J'ai des gendarmes qui sont en fait des auxiliaires vétérinaires, des infirmiers, on les appelle, voilà. Et on travaille ensemble, et on a donc on a une clinique qui est répartie en plusieurs sites, parce que vous avez vu que je vous avais parlé qu'il y avait 3 quartiers de cavalerie. Bon, on a du matériel au quartier des Célestins, on a aussi du matériel au quartier Carnot, et puis on fait des visites régulières au centre d'instruction. Voilà. Et donc, bon, on a une équipe, en gros, on est une clinique équine classique. On a un bloc, des matériels d'imagerie, on hospitalise des chevaux, etc. Voilà. C'est typiquement, finalement, c'est comme fonctionne le civil, hein, à part qu'on a tous les chevaux sur place. Voilà. Et qu'on est dédié au soutien du régiment de cavalerie. Voilà. Donc, pourquoi je vous parle un peu du groupe vétérinaire? Parce qu'ici, on est sur le site un des sites de l'École nationale vétérinaire d'Alfort, et on devine entre hier, la garde républicaine qui s'est produite, aujourd'hui, vous voyez, je vous présente la garde républicaine, et pourtant la garde républicaine, elle a envoyé qui? Son vétérinaire pour la présenter. Voilà. Alors, c'est effectivement, c'est assez surprenant, mais parce que les vétérinaires sont le trait d'union entre nos 2 institutions. Donc, en même temps, c'est normal, puisqu'on est autour du cheval. Mais les vétérinaires sont le trait d'union. Et donc, d'où est venue finalement cette collaboration étroite, hein, entre nos 2 institutions, qui sont l'École nationale vétérinaire d'Alfort et le régiment de cavalerie? Tout simplement, au départ, hein, c'est toujours pareil, hein, ça naît un petit peu de la bonne volonté de certaines personnes, et puis qui finalement constatent les évidences. On se dit, mais en fait, on est voisins. Vous voyez, là, ici, c'est le quartier des Célestins, ici, c'est le quartier Carnot, et ça, c'était l'école vétérinaire d'Alfort. Parce qu'avant d'être ici, hein, la clinique équine, elle était là, hein, dans le locaux de l'école d'Alfort. Donc, on était à moins de 10 minutes l'un de l'autre, quand ça roule bien. Mais voilà, on était tout proches. Et entre vétos, je porte un uniforme, mais je suis un vétérinaire avant tout. Hein. Enfin, je suis militaire, ça c'est clair, j'ai la fibre militaire, mais je suis également vétérinaire, et forcément, on est confrères. Et quand on est confrères, et puis qu'on a des intérêts communs, on s'entend, tout simplement. Voilà. Et donc voilà d'où c'est né. Et donc finalement, on s'est bien rendu compte qu'on avait chacun des intérêts à collaborer les uns avec les autres. L'école vétérinaire, elle s'est dit, tiens, finalement, la garde, il y a 460 chevaux,
ils sont suivis, donc on connaît tout leur historique médical, ils sont sous la main, il y en a plein, ils sont manipulés, donc pour les étudiants, c'est quand même... c'est toujours mieux qu'un cheval sauvage, quoi. Hein, c'est qui va vous plaquer dans le box et qui va vous botter dès que ça lui plaît pas, parce qu'il y en a qui peuvent être comme ça. Donc, on a un suivi, donc ça pour faire des recherches cliniques, des choses comme ça, pour faire des thèses, c'est bien. Et puis bon, entre vétos, c'est toujours bien d'avoir un copain pas loin, on peut toujours dépanner. Hein. Typiquement, allô Yann, ouais, j'ai un cheval qui est hospitalisé, il fait une CIVD, là, j'ai besoin de sang. Oh, j'ai mes gros percherons, t'inquiète pas, je vais leur prendre 5 litres à chacun, il n'y a pas de problème. Hein, un cheval qui fait 1 tonne, il peut donner 5 litres, il n'y a aucun problème. Voilà, c'est, tiens, Céline, je suis en rupture, là, j'ai plus d'antibiotiques, la centrale d'achat est en rupture, tu pourrais pas me dépanner de tas de médicaments? Pas de problème, tu me les rends après. Mais il n'y a pas que ça. Hein. On va voir, il n'y a pas que ça. Je vais vous expliquer après. Donc, parce qu'effectivement, pour moi, hein, finalement, pour le côté, c'est la formation continue. Quand on est vétérinaire, c'est comme quand on est médecin, quand on fait des professions médicales, on ne sort jamais de l'école. Quand on sort de l'école, on continue à apprendre. J'avais un professeur de biochimie quand j'étais en école vétérinaire, j'étais en première année. Il nous disait, vous ne savez pas la chance que vous avez, parce que là, vous êtes à l'école, vous avez accès à la dernière version du savoir actualisé, et vous verrez, là, on pensait qu'à la fête, on était étudiants, hein, on pensait qu'à ce qu'on allait faire le soir, etc. Mais vous verrez, là, vous pensez qu'il y a une chose, c'est que le cours se termine pour aller faire la fête après. Quand vous serez docteur vétérinaire, vous payerez pour revenir apprendre à l'école. Et c'est vrai, ce qu'on appelle les enseignements post-universitaires. Chaque année, on y va, dire, oh là, il y a une formation, il faut la faire, allez, vas-y, paye 1000 balles, 1500 balles, machin, pour aller t'inscrire, etc. Il y en a qui font ça sur leur compte CPF, etc. Mais voilà, c'est un vrai budget de se mettre à jour, et puis c'est un véritable investissement personnel également. On ne cesse jamais d'apprendre. Alors, quand on est au cœur du savoir actualisé, parce que ces enseignants-chercheurs, c'est ça que ça veut dire, enseignants-chercheurs, ils mettent à jour continuellement leur savoir, etc. Quand on est copain avec ces gens-là, c'est facile d'accéder à actualiser son savoir. Et c'est comme ça qu'on fait évoluer ses pratiques, etc. Et notamment, on peut, quand on a un cas un peu hors du commun, on peut facilement le référer. Cette image-là, vous voyez, c'est une image d'opération sous cystoscopie d'une jument à qui j'avais diagnostiqué une tumeur d'ovaire. Elle avait un ovaire gros comme une pastèque. Bon, j'étais bien embêté pour l'enlever. La chef de la clinique Equine, Céline Mespoulès, que vous avez peut-être vu, me dit, viens, on va l'opérer ensemble. Et hop, paf, ça c'était juste avant le confinement, ça c'était pour info, hein, c'était le 15 mars, je me rappelle, juste avant qu'on soit confinés chez nous. Voilà, ici vous avez mon adjoint là qui, tiens, il y a un TP d'échocardio là, ça m'intéresse, vas-y, viens, hop, voilà. Ça facilite énormément les choses et ça coûte rien à l'un comme à l'autre, mais ça nous fait grandir ensemble. Voilà. Donc, si je fais le bilan un peu depuis 2019 de tout ce qu'on a pu faire ensemble, avec le partenariat, on a accueilli à la garde, pendant la période scolaire, hein, de façon hebdomadaire, des groupes d'étudiants qui ont pu venir apprendre sur des chevaux à faire les rudiments d'un examen clinique. Parce que forcément, quand vous êtes étudiant, certains n'ont jamais vu de chevaux, il faut bien qu'ils apprennent à manipuler, à travailler en sécurité autour des chevaux, à apprendre à faire ne serait-ce que l'examen clinique de base. Forcément, l'école vétérinaire n'avait pas forcément assez de chevaux sur place pour justement, à des promos de 150 étudiants, leur faire les TP. Donc, en venant au groupe à la garde, ils ont pu faire ça. Il y a eu également trois projets de recherche clinique qui ont été menés. Donc c'était des recherches non invasives, etc. Hein, donc c'était pas de l'expérimentation animale, je précise, mais qui ont conduit sur des thèses vétérinaires derrière. Régulièrement, on a pu fournir à l'école des chevaux pour faire des chevaux de TP, pour des chevaux des TP pour apprendre la dentisterie, des TP d'ophtalmologie, des choses comme ça, des choses qui ne sont pas invasives. Et puis accessoirement, moi quand j'envoyais 6 chevaux pour alimenter le TP de dentisterie pour les étudiants qui étaient encadrés par un professeur, etc., mais moi ça me faisait 6 chevaux de moins à faire aux dents. Voilà, tout le monde y gagne, tout le monde y gagne.
Puis également, bon, des conférences qu'on peut être faites sur les... Bah oui, aujourd'hui, par exemple, je fais une conférence. Et de mon point de vue, hein, c'est 44 chirurgicaux référés. Alors, on va voir, hein, notamment en arthroscopie, puisque j'ai pu me former à l'arthroscopie. Je savais, il y a encore 3 ans, je ne savais pas faire de chirurgie arthroscopique. Aujourd'hui, je fais de l'arthroscopie tout seul dans mon bloc. Ça, c'est parce que j'ai eu une chance extraordinaire, exceptionnelle, c'est un cas vraiment hors du commun. J'ai eu des cours particuliers à l'école vétérinaire. Voilà, puisque la chef de la chirurgie m'a dit, bah, écoute, moi je suis parti d'un principe, j'avais besoin de faire ça, parce qu'il y avait de plus en plus de cas. Avant, on les refusait à l'achat. Et bien, je me dis, je ne peux plus me permettre, on a trop de mal à trouver des chevaux. Donc, on s'est mis à acheter des chevaux avec des fragments. J'ai dit, on va les enlever. Je vais enlever les fragments qu'on inclut dans certains critères, mais il faut que je me forme. Et se former à ce type de chirurgie, ce n'est pas évident, hein, parce que c'est pas des chirurgies ouvertes. On met une caméra avec un truc et puis on bouge comme ça, l'écran il bouge comme ça, et c'est dans des... Voilà, c'est pas très visuel. On peut pas apprendre ça en regardant comme ça. Il faut vraiment être dedans avec quelqu'un qui vous explique et qui vous assiste. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de vétérinaires qui le font d'ailleurs. C'est que des vétérinaires spécialisés. Moi, je n'étais pas spécialisé là-dedans et j'ai eu cette chance extraordinaire de pouvoir me former avec ça. Des cours particuliers. Donc, en gros, j'avais des jeunes chevaux qu'on sélectionnait. Je disais, bah, tiens, lui, il a un fragment qu'il faut enlever. Je vais quand même l'acheter. Et hop, je l'amenais à l'école. C'était plutôt que mon cartable, j'amenais mon cheval. Voilà, je dis, voilà, j'ai ce cheval à opérer. Et hop. Et puis, comme ça, au départ, j'opérais en deuxième main. Puis après, j'opérais en première main, etc. Puis après, j'opérais en première main avec un étudiant. Et puis Céline qui n'était pas loin, etc., etc., etc. Voilà. Et ouais, ça, par exemple, c'est un petit souvenir, une petite anecdote. Ça, c'est ce qu'on appelle c'est un palpeur. Hein. C'est en gros un petit instrument métallique qu'on introduit dans l'articulation par un petit trou pour aller décoller un fragment osseux avant de l'enlever. Bon, eh ben, je me suis dit, tiens, je l'ai montré à Céline, ça nous a fait rigoler. Vous voyez, il est cassé, ça. Comment dire, l'importance d'avoir quelqu'un d'expérience qui vous tutore, qui vous mentore. Parce que la première chirurgie que j'ai faite, pour ça qu'on ne se lance pas forcément seul, c'est quand même bien d'avoir le copain qui est derrière et qui se connaît bien. J'ai laissé un morceau de métal comme ça dans l'articulation. Parce que simplement, j'étais là, je forçais un petit peu, je disais, tiens, j'ai du mal, ça force quand même. Hein. Et Céline me dit, non, mais vas-y, il faut y aller. Hein. Bon, d'accord, mais t'es sûr mais là, je vais y aller comme un bourrin. Là. Ouais, non, mais vas-y, il faut y aller. Bon, et paf, et j'ai pété. Voilà. Et après, elle m'a dit, ah, c'est vrai, j'avais oublié que je n'avais pas affaire à une étudiante. Et que, voilà, c'était pas le même gabarit. Mais voilà, donc c'est petite histoire, ça illustre un peu la chance extraordinaire qui a été offerte à mon institution de pouvoir me former, de former mes adjoints. Voilà. Donc également aussi des chirurgies abdominales, parce que je ne fais pas de chirurgie de colique au régiment, parce que je n'ai pas assez de cas pour être bon là-dessus. Si moi, quand j'opère un cheval qui j'ouvre le ventre, je mets 6 heures à terminer, Céline, elle met moins de 3 heures. Voilà, c'est tout. Quand on est entraîné, quand on a une équipe entraînée, on est meilleur, c'est normal. Donc, je vais référer. Donc, au final, 44 chirurgies référées. Et puis, des consultations spécialisées aussi, que ce soit en ophtalmo, que ce soit en dermato, que ce soit en pathologie locomotrice. Et ça, voilà, j'aurais pu le faire malgré tout sans le partenariat, mais avec le partenariat, c'est beaucoup plus simple. Et voilà. Donc, pour terminer, je vous montrerai ces 3 photos. Ces 3 photos, je les ai pris comme ça, je trouve qu'elles symbolisent vraiment le lien qu'il y a entre l'école vétérinaire d'Alfort et la garde républicaine. La première ici, c'est un étudiant qui soutient sa thèse. Il soutient sa thèse sur l'évaluation de l'intérêt du dosage des gamma-GT pour le dépistage des ulcères gastriques. Bon, ok, je ne vais pas vous bassiner avec ça, mais concrètement, c'est une thèse expérimentale, de recherche clinique qui a été faite. Il y a eu 60 chevaux au régiment qui ont eu des gastroscopies pour aller vérifier. Je vous passe les détails. Mais vous voyez, cet étudiant-là, il porte l'uniforme. Parce que cet étudiant, maintenant il est docteur vétérinaire, c'est un réserviste chez nous. Il a un lien arménation très fort en lui. Et donc, il a absolument tenu à soutenir sa thèse en uniforme. Et d'ailleurs, sur son thèse, vous voyez, il y a aussi République française, service de santé des armées. Voilà. Ça, c'est le lien entre nos 2 institutions qui aboutit à ce genre de choses. Et là, vous ne voulez pas sur la photo, mais il soutient sa thèse. Donc là, il y a les professeurs de l'école qui sont là, mais ils sont là dans un amphithéâtre du régiment de cavalerie. Voilà. C'est un beau symbole. Ici, là, vous voyez un cheval au sol.
vous voyez des étudiants, vous voyez, et puis là, vous voyez un militaire, vous voyez un autre militaire. Ça, c'est aussi quelque chose qui a été rendu possible par notre proximité et nos relations presque intimes. Ce cheval-là, il n'aurait jamais dû survivre. Il a fait ce qu'on appelle un déplacement du côlon à 360. Bon, ça, c'est la colique, normalement, auquel les chevaux ne survivent jamais, puisque à partir du moment où le côlon est vrillé, 2 heures après, il est nécrosé. Donc, ça veut dire que si, entre le début de la colique, le tout début, et le moment où on détord, il s'est passé plus d'1 heure et demie, 2 heures grand maximum, c'est fini. En plus, le cheval est extrêmement douloureux, donc il s'effondre au sol. Et ce cheval-là, il a été transporté depuis le quartier Carnot jusqu'à l'école en extrême urgence, couché, parce qu'il tenait même plus debout. On l'a hissé sur une espèce de luge comme ça pour l'amener directement au bloc. Et il a survécu à son opération, alors que, parce que entre le moment où le diagnostic a été posé et le moment où il s'est retrouvé sur le bloc, sur la table du bloc, il s'est passé moins d'une demi-heure. Moins d'une demi-heure. Je ne sais pas si vous imaginez, quartier Carnot, le cheval qui est là, qui tombe par terre, qui ne va plus, une demi-heure après, il est sur la table de la... Voilà. Donc ça, ce cheval-là, il a survécu à une colique auquel il n'aurait jamais dû survivre. Durant sa convalescence, on lui a diagnostiqué ce qu'on appelle une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, c'est la maladie de Crohn. Là aussi, le pronostic était très mauvais. Hein, il n'aurait pas dû survivre. Eh ben, il a survécu avec le traitement qu'on a mis en place avec justement Ludovic qui est juste derrière. Là. Voilà, il a survécu. L'année dernière, j'étais dans le secteur là. Il y avait le 80e anniversaire du débarquement. Il y avait plein de chevaux de la garde républicaine qui étaient là pour surveiller les plages. J'étais en mission pour assurer le soutien. J'ai revu ce cheval-là, parce qu'il était sur le quartier Carnot, je ne le voyais pas tous les jours. Je dis, ah mais tiens, c'est Happy, il a bien repris, il est bien. Et ces cavaliers m'ont dit, c'est le meilleur cheval du peloton. Comme quoi, des fois, hein, il n'aurait jamais dû survivre, et il se retrouve avec le meilleur cheval du peloton, et ça n'a été possible que parce qu'il y avait ce lien entre nos deux institutions. Voilà. Sur ce, je résumerai en disant que la Républicaine, c'est une institution qui est chargée d'histoire, qui coopère à bénéfice réciproque avec l'école vétérinaire d'Alfort et qui a instauré ce lien de façon durable. Voilà, j'espère, je ne sais pas si j'ai peut-être dépassé un peu, oui c'est vrai, je parle trop, je parle trop, je suis désolé, mais en tout cas, s'il y en a qui ont des questions, j'y répondrai volontiers.